Des horizons infinis. Des champs de maïs à perte de vue. Et des gratte-ciel vertigineux. Depuis toujours, l'Illinois est une terre d'espoir et de changement. C'est ici qu'une mystérieuse civilisation édifie l'une des villes les plus peuplées de son époque, et qu'un forgeron appelé John Deere parvient à transformer cette terre dure en champ fertile. Des millions de personnes viennent s'installer dans cette région pendant la Grande Migration, dont un guitariste du Mississippi nommé Muddy Waters. L'histoire de l'Illinois est l'une des plus mouvementées du pays. Dans cet état du Midwest, le fondateur de l'église mormone est assassiné de sang-froid. Le grand chef amérindien Black Hawk est contraint à l'exil. Et le parrain de la mafia, Al Capone, profite de la prohibition pour fonder son empire du crime organisé. C'est également une région dynamique, avec de vastes dépôts de marchandises, des mines de charbon et des aciéries, des chefs-d'œuvre d'architecture et la célèbre équipe de basket des Chicago Bulls. Bienvenue dans l'État de l'Illinois. L'histoire de Chicago est une parfaite illustration de l'état d'esprit qui anime les habitants de l'Illinois. Cette ville a réussi à renaître de ses cendres et à prendre de la hauteur après une terrible tragédie, le gigantesque incendie de 1871. Le feu se déclenche le 8 octobre dans le sud-ouest de Chicago, dans une grange située aujourd'hui au 137 Decauvin Street. Des vents forts attisent les flammes qui brûlent les nombreuses constructions en bois et poussent le feu vers le nord, jusqu'au lac Michigan. L'incendie s'éteint quasiment 2 jours plus tard grâce à la pluie, mais le bilan est lourd. 18 000 bâtiments détruits, près de 100 000 personnes sans abri et 300 disparus. On raconte qu'avant même l'extinction du brasier, les habitants de Chicago se sont promis de revenir sur les lieux. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le grand incendie de Chicago est à l'origine d'une expérience architecturale unique, qui dotera la ville de gratte-ciel des plus impressionnants. Conséquence directe de la catastrophe, le prix des terrains s'envole. C'est le point de départ de ce boom vertical. Les constructeurs n'ont pas les moyens d'acquérir de grands espaces, ils cherchent donc à s'étendre en hauteur. Par chance, de nouveaux matériaux rendent cette élévation possible. Le plus important est l'acier de construction. Il permet aux ingénieurs de concevoir des ossatures solides à la place des gros murs de pierre qui limitaient la hauteur des bâtiments. Avec ce métal, les architectes révolutionnent l'allure de leurs édifices. Un squelette en acier permet de poser de grandes baies vitrées sur la façade extérieure, ce qui devient vite une norme. En 1938, l'architecte allemand Ludwig Mayes van der Rohe arrive à Chicago pour enseigner à l'actuel Institut de technologie de l'Illinois. Et il n'hésite pas à encourager l'utilisation du verre et de l'acier. Avec ses étudiants, il conçoit des monuments emblématiques de Chicago, comme la Lake Point Tower, avec sa façade incurvée. L'acier sert également à renforcer le béton. À leur inauguration dans les années 1960, les tours de Marina City, en forme d'épi de maïs, s'imposent comme les plus grands immeubles d'habitation en béton armé du monde.
Elles sont aussi les premières à être construites à l'aide de grues télescopiques, aujourd'hui présentes sur tous les chantiers. Les gratte-ciel de Chicago sont le fruit d'une série d'innovations en matière d'ingénierie et d'architecture. Les X géants sur les façades du John Hancock Center en sont un parfait exemple. Et ils ne sont pas simplement décoratifs. La structure de cette tour de 100 étages est faite de tubes en treillis et l'ensemble est stabilisé par ses murs extérieurs rigides. Ce système de structure tubulaire est l'une des réalisations de l'ingénieur Fazlur Khan. Les diagonales en acier du John Hancock Center permettent aussi une rentabilisation de l'espace intérieur qui n'est pas encombré par des supports de structure. En 1969, elle est la deuxième plus haute tour du monde. Sa conception innovante servira de modèle à de nombreux autres gratte-ciel, notamment pour le monument phare de Chicago. La Willis Tower s'élève à plus de 442 mètres. À son inauguration en 1973, le building, alors baptisé Sears Tower, devient le plus haut du globe. Ce sera la plus grande tour des États-Unis jusqu'en 2014, date de l'ouverture du nouveau One World Trade Center de New York. Chicago n'est pourtant pas l'endroit idéal où bâtir un édifice aussi monumental. La terre argileuse est responsable de l'effondrement de plusieurs de ses premiers bâtiments. C'est le cas de l'hôtel de ville qui a été reconstruit. Mais les architectes et les ingénieurs de l'époque ne se découragent pas. Ils creusent en profondeur pour créer une base solide à la Willis Tower et s'assurent de sa stabilité. La tour est aussi dotée d'une structure tubulaire innovante. Un faisceau de 9 tubes assemblés les uns avec les autres, ce qui lui confère sa forme unique. Le tube central est le plus gros et le plus haut. Il s'affine à mesure qu'il s'élève afin de minimiser la prise au vent. La tour tangue en moyenne de 15 cm, mais elle est conçue pour résister à un balancement de près d'1 mètre. Effet garanti au point d'observation du 103e étage. Chicago et ses tours vertigineuses tranchent nettement avec le paysage environnant. À l'ouest de la ville, rien ou presque ne se détache à l'horizon. Pas de montagnes, pas de collines, quasiment aucun relief. L'Illinois est l'une des zones les plus plates des États-Unis. C'est l'un des États les moins vallonnés du pays. Ce paysage est le résultat de millénaires d'évolution. Les énormes glaciers qui couvraient les 3/4 de la région ont fini par complètement niveler le terrain. En se retirant il y a près de 10 000 ans, les glaciers ont laissé derrière eux des dépôts minéraux et une épaisse couche de terre. L'Illinois compte aujourd'hui plus de 76 000 fermes, qui produisent 7% des exportations agricoles des États-Unis. Ici, les agriculteurs cultivent le soja, le blé, mais surtout le maïs, dont l'Illinois est le deuxième plus gros producteur après l'Iowa. « 2014 est une année record, avec une production de près de 60 millions de tonnes. Mais tous les agriculteurs de l'Illinois ne récoltent pas le maïs qu'ils font pousser. Certains en font de l'art. Cet immense labyrinthe de maïs célèbre le 50e anniversaire du premier album des Beatles. Pour créer des motifs aussi élaborés, il faut planter le maïs sur toute la surface du champ, et non pas en rangée. L'artiste Sean Stallworthy
a d'abord dessiné le labyrinthe sur ordinateur. Ensuite, quand le maïs a atteint 30 cm de hauteur, il a fauché le champ à l'aide d'un tracteur équipé d'un GPS. Une technique qui exige une précision millimétrée. Aujourd'hui, des fermes comme celle-ci couvrent plus des 2/3 de l'État. Mais ce n'est qu'à l'arrivée des colons que le sol a pu être cultivé. Cette terre riche mais très dense a donné beaucoup de mal aux premiers habitants quand ils ont commencé à la travailler avec leurs charrues. En 1837, un forgeron appelé John Deere décide de trouver une solution. Deere habite cette modeste maison de grand détour quand il s'attelle à la conception d'un instrument adapté au sol dur de la région. Dans son petit atelier, il fabrique une charrue avec de l'acier poli au lieu de la fonte habituelle. Grâce à l'acier poli, le soc de la charrue pénètre plus facilement la terre. La charrue en acier de John Deere est un succès à travers tout l'Illinois. Elle est la première d'une longue série d'inventions devenues indispensables. La ville de Chicago surgit brusquement au milieu des plaines, telle une métropole futuriste. Mais ces gratte-ciel ne sont pas les premières constructions empreintes de démesure dans l'Illinois. Il y a 1000 ans, dans le sud-ouest de l'État, un peuple se lance dans un projet colossal, sans l'aide des ingénieurs, de l'acier et du verre moderne. Ces énormes monticules de terre servent de fondation à ce qui devait être les plus hautes structures d'Amérique du Nord. Elles appartiennent à une ancienne culture mystérieuse, la civilisation du Mississippi. À l'époque, leur colonie s'étend de la région des Grands Lacs au nord, jusqu'au golfe du Mexique au sud et aux Grandes Plaines à l'ouest. Mais l'épicentre se trouve ici, dans l'Illinois. Le site est baptisé Cahokia. Les archéologues pensent que 120 tertres étaient répartis sur 16 km². Et pour les ériger, il aura fallu transporter des milliers de tonnes de terre à la main, dans des paniers tissés. Une palissade entourait la ville, sans doute pour la protéger des envahisseurs. Au milieu s'élève la 3e plus grande pyramide du Nouveau Monde, le tumulus des moines. À son apogée, entre 1050 et 1150, Cahokia aurait compté jusqu'à 20 000 habitants. Le site est considéré comme la plus grande cité précolombienne du continent nord-américain. Autour de la place centrale, des champs et des villages accueillaient des monticules de taille plus modeste. Mais au tournant du XVe siècle, l'endroit est déserté. Les premiers Européens à naviguer sur le Mississippi sont des explorateurs et des trappeurs français. Ils construisent plusieurs forts le long du fleuve pour se protéger et préserver leurs intérêts commerciaux. Le plus important d'entre eux se tient sur la rive est du Mississippi, dans l'Illinois actuel. Ce premier fort français est en bois. En 1735, le commandant Pierre d'Artaquette organise une campagne pour soumettre les membres de la tribu Chickasaw. Mais ils parviennent à le faire prisonnier avec d'autres Français. Pour dissuader les colons de revenir, les Chickasaw brûlent les prisonniers sur des bûchers. Ce qui incite les Français à construire un ouvrage plus robuste dans les années 1750. Le fort de Chartres est conçu pour tenir les Amérindiens à distance, mais aussi pour empêcher les Anglais de prendre le contrôle de la vallée du Mississippi. Le fort possède son propre magasin à poudre, où sont entreposées les armes et les munitions. Les murs en pierre font 3 mètres de haut et 1 mètre de large.
le fort finit dans les mains des Britanniques en 1765. Puis il tombe en ruine au milieu du XIXe siècle, après une succession de crues du Mississippi. Il sera reconstruit plus tard. Chaque automne, des milliers de pélicans passent par la vallée du Mississippi lors de leur migration annuelle vers le sud. Le fleuve Mississippi longe toute la frontière occidentale de l'Illinois. À 125 km en amont, il traverse les villes jumelles de Saint-Louis dans le Missouri et East Saint-Louis dans l'Illinois. Côté Missouri se trouve le Gateway Arch. Et à sa conception par l'architecte Eero Saarinen en 1947, cette arche devait être entourée d'un parc situé côté Illinois pour relier les deux villes. Mais ce parc ne verra jamais le jour. En 1995, East Saint-Louis répare enfin cette erreur et crée un monument tout aussi impressionnant. Un immense geyser de 192 mètres de haut, qui est aujourd'hui la deuxième plus grande fontaine au monde. Les 4 jets d'eau autour du geyser représentent les 4 fleuves qui se rejoignent près d'East Saint-Louis. Le Mississippi, le Missouri, le Meramec et l'Illinois. Avant même la construction de ponts au-dessus du Mississippi, East Saint-Louis était une ville prospère. La plupart des parcs à bestiaux, des aciéries et des usines chimiques qui ont contribué à l'âge d'or de la ville ont disparu. La Grande Dépression a porté un coup fatal à l'économie locale. Et cette crise a continué après la Seconde Guerre mondiale. À partir des années 1960, le chômage galopant contraint de nombreux habitants à partir et sonne le déclin d'East Saint-Louis. À 270 km au nord-ouest d'East Saint-Louis, à Urbana-Champaign, l'Université de l'Illinois est la deuxième plus ancienne faculté de l'État et la plus prestigieuse. Le réalisateur Ang Lee et le sculpteur Lorado Taft figurent parmi ses anciens étudiants. Une des œuvres de Taft surplombe d'ailleurs la rivière Rock, un affluent du Mississippi. Les bras croisés, le regard fixé sur son ancienne terre, cette sculpture porte le nom d'Eternal Indian, l'Indien éternel. Une lumière sur sa poitrine illumine son visage la nuit. Haute de près de 15 mètres, cette œuvre de 1911 rend hommage à tous les Amérindiens de l'Illinois. Au fil du temps, la statue a été associée au célèbre chef amérindien Black Hawk, Faucon Noir. Et la guerre du Faucon Noir désigne le combat qu'il livre au XIXe siècle contre le gouvernement américain pour conserver les terres de son peuple sur la rivière Rock. Une importante bataille se déroule dans le nord-ouest de l'État, près de la ville actuelle de Galena. Dans les années 1820, cette région riche en minerais de fer est en plein essor. Des colonies s'établissent dans les environs, notamment à Apple River. En 1829, plusieurs membres des tribus Sauk et Fox reviennent de chasse et découvrent que des mineurs se sont emparés de leur village. Ils sont contraints de déménager sur la rive ouest du Mississippi. Mais en 1832, Black Hawk et des centaines d'hommes retraversent le fleuve pour reprendre leurs terres. Les mineurs d'Apple River se dépêchent de fortifier leurs habitations. Ce site historique a été reconstruit depuis. Le 24 juin 1832, Black Hawk et quelques 200 guerriers attaquent Apple River. Mais les mineurs et leurs femmes ripostent, et le chef amérindien décide de battre en retraite.
6 semaines plus tard, la tribu subit de nouvelles horreurs. Les forces américaines les attaquent et massacrent des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Black Hawk fait partie des rares survivants. Il meurt de maladie 5 ans plus tard, dans l'Iowa. Dans son dernier discours, Black Hawk a déclaré « La rivière Rock était un beau pays. J'aimais mes villes, mes champs de maïs et la maison de mon peuple. La rivière est à vous maintenant. Prenez-en soin. » Un an après la guerre du Faucon Noir, la ville de Chicago est intégrée sur les rives du lac Michigan et l'Illinois s'apprête à devenir l'un des États les plus puissants du pays. Un jeune habitant de l'Illinois contribue à cette transformation, Abraham Lincoln. L'Illinois est d'ailleurs parfois surnommé le pays de Lincoln. À l'âge de 23 ans, Lincoln s'enrôle dans la milice locale pendant la guerre du Faucon Noir, mais ne participe pas au combat. En juillet 1832, il rentre chez lui à New Salem, une petite ville transformée en musée depuis. Parmi les bâtiments reconstruits, se trouvent 2 petits magasins dont Lincoln était copropriétaire et qui ont rapidement fermé. Criblé de dettes, Lincoln change de profession. Il devient receveur des postes. Ces divers emplois n'empêchent pas le futur président de suivre des études de droit. En 1834, il entame sa carrière politique comme élu à l'Assemblée législative de l'Illinois, qui se réunit au Capitole de Vandalia. Mais en 1837, la capitale est transférée de Vandalia dans le sud à Springfield, au centre de l'État. Et Springfield se dote d'un Capitole flambant neuf. Quand il arrive en ville, Lincoln est toujours endetté. Malgré tout, il ouvre son cabinet d'avocat, un métier qu'il exercera pendant 25 ans. Le dernier bureau qu'il a occupé existe toujours, à quelques mètres de cet ancien Capitole. Une statue de Lincoln avec sa femme, Mary Todd, s'élève juste devant. C'est à Springfield que le couple se rencontre et se marie, en 1842. L'année suivante, les Lincoln s'installent dans cette maison victorienne, près de son bureau et du Capitole de l'époque, où il plaide devant la Cour suprême de l'Illinois. C'est ici que Lincoln annonce sa candidature au Sénat en 1858, 2 ans seulement, avant d'être élu président. En 2007, le sénateur de l'Illinois, Barack Obama, marche sur les traces de Lincoln et se rend devant l'ancien Capitole pour déclarer sa candidature à la présidence. Le 3 mai 1865, le corps d'Abraham Lincoln est ramené au Capitole, après son assassinat à Washington. Des milliers de personnes assistent à son enterrement pour lui rendre hommage. Sa femme souhaite qu'il soit enterré non loin de là, au cimetière d'Oak Ridge, à Springfield. Son corps est d'abord enterré dans un caveau temporaire, puis il est transféré dans un monument érigé en son honneur 9 ans plus tard. Mais en 1876, un groupe de malfaiteurs envisage de voler la dépouille de Lincoln afin d'obtenir une rançon. Ils sont arrêtés 10 jours après. Abraham Lincoln n'est pas le seul à jouer un rôle crucial dans l'histoire de l'Illinois. Moins de 30 ans après lui, le magnat du pétrole, John Rockefeller, finance une nouvelle université dans le Midwest. En 1890, il s'associe à l'Église baptiste américaine pour créer l'Université de Chicago. Alors que des gratte-ciels modernes fleurissent dans le centre-ville, un nouveau campus de style gothique anglais voit le jour dans le quartier de Hyde Park.
En son centre se dresse la chapelle Rockefeller. Avec cette université, Rockefeller veut offrir au Midwest en pleine expansion un établissement d'enseignement supérieur de premier ordre, comme dans les États de l'Est du pays. Il dira plus tard que c'était le meilleur investissement de sa carrière. Aujourd'hui, les étudiants viennent de tous horizons et profitent de multiples influences. Parmi les 89 lauréats du prix Nobel issus de la faculté, un ancien professeur de droit reçoit celui de la paix en 2009, Barack Obama. Le lauréat du prix Nobel de physique en 1938, Enrico Fermi, participe lui à un projet d'une autre nature dans les années 40, le projet Manhattan. De nombreux savants y contribuent dans le but d'utiliser l'énergie nucléaire et de fabriquer une bombe atomique avant les Allemands. Les expériences de Fermi se déroulent en plein cœur de l'université de Chicago, à côté du dôme en verre de la Mansueto Library. À l'époque, la bibliothèque n'existe pas et le lieu est occupé par le terrain de football. Le 2 décembre 1942, sur un court de squash situé sous les tribunes du stade, Fermi et son équipe réalisent la première réaction en chaîne contrôlée dans leur laboratoire secret. C'est la naissance de la première pile atomique au monde et le début de l'ère nucléaire. Sur le campus, très peu de gens sont au courant de ce projet, et encore moins des risques qu'il présente. Une sculpture d'Henry Moore, appelée Nuclear Energy, énergie nucléaire, s'élève désormais là où s'est produite cette révolution scientifique. En 1943, un an après les expériences atomiques d'Enrico Fermi, un train circule vers le nord de l'Illinois, à destination de Chicago. À son bord se trouve Muddy Waters, un guitariste originaire du Mississippi. Il fait partie de la grande migration des 7 millions d'Afro-Américains qui abandonnent le sud rural pour rejoindre le nord. La plupart des passagers ont aussi quitté leur région dans l'espoir de trouver une vie meilleure à Chicago. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chicago est un grand foyer industriel qui produit des avions de chasse, des torpilles, des parachutes et des moteurs. C'est aussi une région riche en matières premières comme les céréales, le charbon et l'acier. La plupart de ces marchandises sont transportées en train, ce qui fait de Chicago l'un des plus importants carrefours ferroviaires du pays. La ville possède également son propre réseau de métro, appelé le L. Les premières rames entrent en circulation en 1892. Un an après son départ pour Chicago, Muddy Waters s'offre sa première guitare électrique. Il crée alors un nouveau style musical, connu sous le nom de Chicago Blues. 10 ans après son arrivée, le musicien a les moyens d'acheter cette maison victorienne dans le sud de la ville. Il transforme le sous-sol en studio d'enregistrement. La légende raconte que Waters occupait une chambre juste au-dessus pour pouvoir écouter les musiciens avant de s'endormir. La maison est tombée en ruine après sa mort, en 1983. De nombreux artistes, architectes et ingénieurs ont marqué l'histoire de Chicago. C'est le cas de l'artiste britannique Anish Kapoor, qui a planté au sein du Millennium Park une impressionnante sculpture d'acier appelée Cloud Gate, la porte des nuages. Cet objet de 110 tonnes, inspiré d'une goutte de mercure liquide, est aussi surnommé The Bean, le haricot.
Placé aux abords du parc, il reflète quelques-uns des plus hauts monuments de Chicago et le ciel. L'ascension fulgurante de Chicago après l'incendie de 1871 aurait pu transformer le paysage urbain en une forêt de gratte-ciel, sans coin de nature. Mais à l'époque où la ville est créée, un groupe d'habitants décrète qu'une zone en bordure du lac doit rester inoccupée. Lake Park est ainsi préservé depuis 1844. Il est agrandi une trentaine d'années plus tard et rebaptisé Grant Park en 1901 en l'honneur d'Ulysses Grant, héros de la guerre de sécession dans l'Illinois et 18e président des États-Unis. Aujourd'hui, il s'étend sur près de 130 hectares et compte parmi les plus vastes jardins publics du pays. En son centre s'élève la majestueuse fontaine Buckingham, haute de 45 mètres. La population est très attachée à cet espace vert et certains n'hésitent pas à faire des procès aux promoteurs qui voudraient y construire des bâtiments. Quand le pavillon J. Pritzker est commandé en 1999, il est considéré comme une œuvre d'art. Conçu par l'architecte Frank Gehry, ce lieu accueille divers spectacles et festivals. C'est l'un des plus célèbres monuments de Chicago. Autre lieu emblématique de la ville, le United Center est le stade de l'équipe de basket des Chicago Bulls. Équipe dans laquelle Michael Jordan a joué entre 1984 et 1999. Vue du ciel, la richesse architecturale de Chicago est étourdissante. Plus au nord, la ville de Wilmette abrite un bâtiment singulier au bord du lac Michigan. Un temple doté de 9 côtés et d'un dôme en forme de fleur de lotus. Il s'agit de la maison d'adoration Baha'i, achevée en 1953. La foi Baha'i repose sur plusieurs principes. Un Dieu unique, l'unité de l'humanité, l'égalité des richesses et la marche vers une paix mondiale. Elle est fondée en 1844 en Perse par un homme qui se proclame porteur d'un nouveau message divin qui vise à unir tous les peuples. À l'époque, ces adeptes étaient jugés coupables d'hérésie. Et aujourd'hui, l'Iran les condamne toujours très fermement. Dans l'Illinois, d'autres adeptes ont été persécutés pour leurs croyances. Les Mormons. C'est pourquoi l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est désormais basée dans l'Utah. En 1839, Joseph Smith et ses disciples prennent possession d'une parcelle de terre au bord du Mississippi, qu'ils baptisent Nauvoo. Aujourd'hui, Nauvoo se trouve à la jonction des États de l'Illinois, de l'Iowa et du Missouri. Les Mormons ont déjà été chassés de New York, de l'Ohio et du Missouri. Ici, Joseph Smith espère enfin pouvoir vivre sa religion en paix. Les Mormons s'y établissent et construisent des magasins, une banque et des quartiers résidentiels. Toute la ville est alors organisée autour d'un grand temple qui ressemblait beaucoup au bâtiment actuel. Smith et sa famille occupaient une maison qui existe toujours, aux abords de la cité. Mais dès le début, la vie à Nauvoo s'avère difficile. Au bout de 7 ans, des centaines de Mormons meurent de la malaria ou de la tuberculose. Cela n'empêche pas des milliers d'adeptes d'affluer. À son apogée, Nauvoo compte quelques 10 000 habitants, ce qui en fait l'une des villes les plus peuplées de l'Illinois. Le développement de cette communauté ne tarde pas à créer des tensions avec les autres colons de la région. Son pouvoir grandissant inquiète.
tout comme la rumeur selon laquelle Smith et ses disciples pratiqueraient la polygamie. L'Église elle-même confirmera que Smith avait au moins 40 femmes quand il habitait Nauvoo. Certaines étaient encore adolescentes et d'autres déjà mariées quand elles l'ont épousé. Malgré les efforts de Smith pour rester discret, les Mormons suscitent une indignation croissante et la situation s'envenime. Smith, qui est le maire de Nauvoo, ordonne la destruction de l'imprimerie d'un journal local très virulent à l'égard du mormonisme et de la polygamie de son fondateur. Beaucoup craignent alors que le conflit ne dégénère en guerre civile. Le gouverneur de l'Illinois, Thomas Ford, intervient. Il réussit à convaincre Smith et son frère de se rendre et de comparaître devant le tribunal. Les deux hommes sont amenés dans la ville voisine de Carthage et placés dans cette prison. La nouvelle ne tarde pas à arriver aux oreilles d'une milice anti-mormone qui décide d'attaquer la prison. Le 27 juin 1844, des hommes armés abattent les frères Smith. Leurs corps sont ramenés à Nauvoo et enterrés près de leur maison. Aujourd'hui, leurs tombes sont un lieu de pèlerinage pour les disciples de la secte. 2 ans plus tard, sous l'impulsion de leur nouveau guide, Brigham Young, les Mormons entament leur grand voyage vers l'ouest, à pied, jusqu'en Utah. Des générations plus tard, les Mormons reprennent possession du terrain où s'élevait leur temple. Et en 2002, ils le reconstruisent à l'identique. Tous les étés, les Mormons organisent une fête près du temple, en mémoire de leurs ancêtres, et pour célébrer leur retour à Nauvoo. Le départ des Mormons à la fin du 19e siècle coïncide avec le début d'une période de grande prospérité pour l'Illinois. Un essor qui permet l'ascension de l'un des gangsters les plus légendaires des États-Unis, le parrain de la mafia, Al Capone, aussi connu sous le nom de Scarface, le balafré. L'arrivée d'une main-d'œuvre de plus en plus nombreuse à Chicago engendre des tensions entre les différentes classes sociales que les autorités locales peinent à gérer. Le crime organisé profite de cette situation et prend une grande ampleur avec l'entrée en vigueur de la prohibition en janvier 1920. La situation de la ville sur le lac Michigan, dans le centre du pays et près du Canada, en fait un lieu idéal pour la contrebande d'alcool. Vers le milieu des années 20, plus de 1300 gangs sévissent à Chicago. Leurs chefs sont traités comme des stars dans la presse. Mais aucun d'entre eux ne deviendra aussi célèbre qu'Al Capone, qui quitte Brooklyn pour Chicago en 1920. Il commence par travailler pour Johnny Torrio, une figure du milieu dans la banlieue de Cicero. Capone devient un habitué du restaurant Classe, où il dirige une maison close à l'étage, fréquentée par des politiques locaux. Après la mort de son frère Frank, abattu par la police dans les rues de Cicero, Capone comprend qu'il doit redoubler d'efforts pour développer ses activités. Quand il succède enfin à Torrio en 1925, Capone a tout juste 26 ans. Il prend la tête d'un empire fondé sur la prostitution, la corruption, le jeu, le vol et le meurtre. Mais rien n'est plus lucratif que la contrebande d'alcool. Et les hommes d'Al Capone approvisionnent la ville entière. Ce club de jazz, aujourd'hui respecté, est alors un haut lieu de la contrebande, avec des passages secrets qui permettaient aux employés d'Al Capone d'entreposer et d'acheminer l'alcool. Tandis que les hommes d'Al Capone, armés de mitraillettes, assurent l'expansion de son empire, ils font des rues de Chicago une zone de guerre. La cathédrale du Saint-Nom porte encore les impacts de balles d'un règlement de compte entre Al Capone et un gang rival en 1926. La violence atteint son paroxysme en 1929 dans le nord de Chicago. C'est ici que le 14 février, les hommes de main d'Al Capone déguisés en policiers alignent 7 membres d'un gang rival contre le mur d'un garage avant de les abattre froidement. Le massacre de la Saint-Valentin scelle pour toujours la réputation de Chicago
comme capitale du crime. Mais le départ d'Al Capone ne met pas pour autant un terme au crime organisé. Par une nuit chaude de juillet 1934, le gangster de l'Indiana, John Dillinger, alors en fuite, sort d'un cinéma à Chicago. L'agent du FBI Melvin Purvis allume un cigare pour prévenir ses collègues. 5 balles sont tirées. 3 d'entre elles touchent le fugitif, qui meurt sur le coup. Bien d'autres gangsters sont passés par l'Illinois. Quelques-uns ont même été élus aux plus hautes fonctions de l'État, ici, au nouveau Capitole de Springfield. Depuis les années 60, 4 gouverneurs de l'Illinois ont été condamnés à des peines de prison. 2 sont tombés pour corruption ou fraude bancaire. Un autre a été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation, mais a bénéficié d'une libération anticipée. Et le dernier purge une peine de 14 ans de prison pour avoir tenté de vendre l'ancien siège de sénateur de Barack Obama. Côté relief, l'Illinois apparaît plutôt plat, mais ce n'est pas vrai partout. À l'extrême sud de l'État, la Shawnee National Forest affiche des paysages spectaculaires. Le Garden of the Gods, le Jardin des Dieux, présente d'impressionnantes formations calcaires qui remontent à 320 millions d'années. Aujourd'hui, le long des falaises, des passerelles serpentent et offrent une vue inattendue sur l'Illinois, un État riche en découvertes surprenantes.